et comme avec ce que je viens d'entendre, comme avec le malaise dans la langue, il m'a semblé important de me rabattre sur le dictionnaire du côté des valeurs. Donc, en gros, je me livre la définition banale. Les valeurs, c'est ce qui permet de dire le vrai, le beau, le bon à une époque. Moi, j'en induis dans un premier temps que ça ne se fait pas très bien aujourd'hui. Alors, muni de ça, je vais essayer de m'attacher à la valeur travail pour essayer d'aborder la dimension des valeurs de droite et de gauche. Mais je voudrais commencer par préciser tout de suite, dès qu'on évoque les valeurs, on est d'emblée l'objet d'une série de réserves, ce qui est un peu la finalité que porte la valeur travail et à partir de laquelle je vais vous aborder l'ensemble des problèmes dans la cité. Alors, je ne vais pas m'appuyer là-dessus sur le nombre de philosophes qui ont déjà tout dit en la matière, mais sur un acquis institutionnel, celui du discours de Philadelphie définissant les objectifs de l'OIT. C'est-à-dire, on est juste à la fin prochaine de notre dernière grande boucherie, et voilà ce qu'il est dit de la valeur travail quant à ses finalités. Que le travailleur soit employé à des occupations où il ait la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, de leur connaissance et de contribuer au mieux au bien-être commun. Une finalité qui vaut en entreprise, en administration, comme en matière de travail politique, patronal ou syndical. Ces premières données, pour en venir aux valeurs de droite et de gauche, où je peux vous dire qu'en près de 50 ans de suivi des rapports sociaux, il y a pour moi une évidence, ça n'est en rien ce qui les sépare qui est le fond du problème, mais leur délit commun de la valeur travail, entretenu depuis un siècle et demi, dans leur double envoûtement à la division du travail, inaugurée avec la révolution industrielle de la fin du 19e, très vite accompagnée de la révolution bolchevique. Ces deux révolutions simultanées vont jouer un rôle non négligeable. Mais sans vous faire l'injure de vous prêter de ne pas connaître ce qu'est la division du travail du 19e, je vous en rappelle quand même les grandes lignes. Elle n'est pas sans lien avec le développement scientifique et technologique qui offre des latitudes colossales pour le monde du travail. Avec l'électricité, on peut en effet travailler 24 heures sur 24. Avec la machine à vapeur, la mécanisation de l'énergie possible est phénoménale. Le technoscientifisme s'inaugure déjà comme identifié au progrès. Il faut donc libérer le postulat qu'offre la machine et y adapter le travail humain. C'est-à-dire, en gros, rien là de très compliqué à concevoir, d'autant qu'on dispose, avec la paysannerie, d'un potentiel de manœuvre colossal, de cow-boy à l'ouest et de moujik à l'est. Il suffit pour ça d'inventer une organisation du travail divisant le contenu des tâches jusqu'à en faire un degré de simplicité susceptible d'acquisition par les paysans. On notera ici au passage ce que l'idéologie dominante porte de considération au travail manuel, ce sur quoi nous reviendrons. C'est là un choix à contre-culture des us et coutumes selon lesquels on vit à l'époque le travail. Il va donc falloir ériger un postulat, en l'occurrence un schtroumpf, selon lequel on va doter la société d'une finalité technoscientiste. Mais le propre d'un postulat, toujours selon le dictionnaire, ne se légitime pas a priori, il ne tire son bien fondé que des résultats qu'il obtient. Et il met ainsi à l'abri de tout questionnement les valeurs qui fondent ce qu'il fait. Mais le temps de faire la preuve de ce qui se fera très vite à l'Ouest, se pose le problème de faire passer nos cow-boys et nos moujiks d'une conception du travail dont le sens leur est clair, l'autonomie et l'autonomie d'exercice très large, comment faire passer ces individus à du travail prescrit, dans des tâches réduites et spécifiquement exemptes de toute initiative qu'on puisse y mener.
s'impose alors une conception de l'exercice du pouvoir fondée sur la maîtrise a priori du dirigé, au nom du postulat qui fonde la société à l'Ouest, et du postulat à l'Est, lui aussi fondé sur la promesse de l'efficacité à terme du socialisme, avec le même besoin d'une valeur travail fondée sur la prescription des partis et la maîtrise a priori du moujik comme du militant pour le tenir dans la ligne du parti. Lénine est un admirateur de Taylor. Il va donc inventer son jumeau, Stakhanov, et le type d'organisation approprié à la maîtrise a priori, en l'occurrence le centralisme démocratique, pendant à l'Est de choix organisationnels tayloriens. Alors, ce détour, parce qu'il fonde la division du travail, n'est pas sans concerner la France. Les ultralibéraux et les marxisants de tout poil y ont en effet de nombreux adeptes depuis toujours et encore aujourd'hui. Ainsi, ceci va nous créer des rapports sociaux où l'affrontement des deux postulats aura ainsi créé en France l'a priori du conflit comme mode de régulation et simultanément l'interdit d'une manière ou d'une autre d'aller voir ce que révèlent les conflits. Tout ça mené de front dans le déni commun de la valeur travail par les politiques, le patronat et les syndicats. À l'Ouest, le postulat libéral, d'une certaine manière, a inventé le formisme et qui a très bien marché très vite. C'est entre autres celui d'acheter les nuisances qu'il portait à la valeur travail. Et cette pratique d'acheter pour masquer les valeurs qui fondent les choix qu'on fait est un mécanisme clé de la régulation sociale depuis un siècle et demi. Il aura fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que la valeur travail vienne, dans les mots du moins, remettre en cause la division du travail, le type d'exercice du pouvoir et la sociabilisation de l'individu au travail, où il y a là la clé pour lui de la découverte de son utilité sociale par laquelle il accède ultérieurement à l'utilité citoyenne. Aujourd'hui, les réalités se vengent du déni de la valeur travail pour que Covid et guerre du gré des dents, on ne puisse cacher la désaffection au travail tel qu'il est pratiqué, sa conséquence de désaffectation citoyenne et la peine de penser, gauche-droite confondue. Ainsi, du travailler plus des uns et du travailler moins des autres, fruit d'un déni de la valeur travail au lieu de gouverner selon les déclarations de Philadelphie, autrement plus productrice de richesse que ce qu'on investit sur le chômage, entre parenthèses, la plus grosse prime de nuisance jamais donnée à la valeur travail. Je n'invente rien de ce que j'avance, ça n'est là que le fruit d'un demi-siècle d'analyse des causes des conflits. Et à partir de là, je vais essayer de vous soumettre les aspects concrets de ces découvertes que je vous évoque, banales en diable. Je vais vous soumettre quelques effets majeurs, pervers, du déni gauche-droite de la valeur travail. En premier lieu, abordons un des crimes majeurs faits à la valeur travail, la dévalorisation du travail manuel. Le regard dominant sur le travail manuel est resté le même que celui qui augurait la division du travail dans le mépris des cow-boys et des moujiks. Je pense que le tout au bac de Chevènement a sûrement beaucoup rajouté en la matière, mais le déni et la limite à l'affrontement de cette dévalorisation de la valeur travail a quand même été, sur ces 2 dernières vingtaines d'années, assez phénoménal. Les seuls qui y sont un tout petit peu attachés du bout des lèvres, c'est sous Giscard, Stoliru, et ensuite Rocard. Ils ont tenté de mettre cette dévalorisation du travail manuel sur la table, mais ils l'ont fait d'une manière qui, d'une part, n'a pas apporté un grand succès, ni n'a stimulé qu'on continue de s'attaquer à cette nuisance du travail. J'ai gardé en mémoire, par exemple, via une émission de télévision sur une grande chaîne, où Rocard a utilisé une scie et Stoliru, je crois, une lime. Je ne peux pas me départir d'une certaine tendresse à leur égard.
encore que pour avoir l'équivalent d'un CAP de menuisier et avoir été ajusteur P1, j'ai dû m'avouer qu'ils avaient complètement loupé leur coup. Et comme depuis, rien de cette ampleur n'a été déployé, on est toujours avec le crime poursuivi de la dévalorisation du travail manuel. Parmi les faits marquants à vous évoquer, toujours fondés sur la valeur travail, je voudrais vous évoquer rapidement ce qu'a été la restructuration de la sidérurgie des années 75. Notre plus gros et notre plus bel exemple de division du travail, et ça depuis la création, a ceci de particulier que l'objet était de faire de l'acier. Et déjà, dans l'expansion, on avait de plus en plus de mal à le vendre. Alors là, sans s'interroger plus avant sur les fondements de ces difficultés, on a inventé deux choses qui vont se répandre partout dans l'entreprise. La première, c'est le management par la variable d'ajustement des effectifs, la financiarisation de la prise de décision est déjà bien partie, et tenez-vous bien, le licenciement de 50 000 salariés taylorisés, confinés au travail prescrit, licenciés sur une date étant fixée, tous ceux qui, à cet âge, avaient déjà acquis la cinquantaine. Alors certes, on a accompagné ça d'une prime de nuisance colossale comme d'habitude, via la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie. Mais on allait en même temps créer un autre effet pervers non négligeable, et pas celui simplement de payer les nuisances du management, mais bel et bien de porter atteinte à rien moins qu'une maladie insidieuse au diable aujourd'hui, celle de la hantise de la cinquantaine. Et ceci, que l'on soit au chômage dans la difficulté à être recruté ou au travail quand on n'a pas son bâton de maréchal à la cinquantaine. Une hantise qui ne vaut pas moins pour l'agent d'exécution que pour le cadre. On a ainsi porté une atteinte colossale à l'investissement au travail des anciens et simultanément d'ailleurs, hélas, aux jeunes. Le management de la variable, par la variable d'ajustement des effectifs n'a pas été sans considérablement fermer la porte de l'accès au travail des jeunes. Et ça, 2 générations durant. On a ainsi adressé rien moins qu'un jeu de mort sociétal à nos enfants. Je pourrais aussi vous parler des 35 heures et de la bataille des travailleurs, du travailler plus, ou même qui travaillez moins, vous travaillez plus ou moins là, de notre gauche et de notre droite, mais qui aboutira à installer quand même les 35 heures en dernier lieu, selon une démarche qui, opérée d'une manière mécanistique, s'est faite sans rien aborder des changements nécessaires à ce qu'était la réinterrogation de l'organisation du travail fondée sur le travail prescrit. Les patronats ont défendu l'état des lieux, c'est-à-dire mis en place ces 35 heures sans rien changer, et du côté syndical, comme du gouvernement de gauche, d'une certaine manière, on a remporté une victoire à la Pyrrhus, dans la mesure où, d'une part, les 35 heures n'ont pas véritablement enclenché d'emploi, et où en plus on a loupé une occasion historique de réinterroger l'organisation du travail. Difficile aussi de ne pas vous dire comment le déni de la valeur travail dans les entreprises publiques, où se cumule le triple déni patronal, syndical et ministériel de la valeur travail, a été une nuisance colossale. Par exemple, pour être intervenu longtemps à la direction du nucléaire, je peux en parler, il y a prescription, rien ne m'étonne de ce qui arrive aujourd'hui au nucléaire. Enfin, difficile pour ne pas vous vider mon sac concrètement, le management politique ou le déni de la valeur travail sévit au cube de ce qu'il est dans l'entreprise. On y a franchi, à gauche comme à droite,
tout ce qui participe du déni de la valeur travail, dont je finis pas de vous parler, dans la manière dont on donne un travail prescrit aux militants. Je vais me faire référer ici, toujours à la déclaration de Philadelphie, en replaçant la finalité de la valeur travail non plus exclusivement sur le travailleur, mais sur le militant, qui n'est jamais qu'un travailleur politique. C'est-à-dire, en gros, il serait mieux, donc Dixit Philadelphie, que le militant soit employé à des occupations où il ait la satisfaction de donner toute la mesure de son habileté, de sa connaissance et de contribuer ainsi au mieux à l'intérêt commun. C'est-à-dire une manière de donner sens à sa militance. C'est-à-dire un problème fondamental dans la mesure où, si la finalité du politique est de donner sens à la cité, il est bon que les tenants de sa mise en œuvre en soient eux-mêmes dotés. Voilà, c'est que, banalement, je voulais soumettre à votre réflexion, étant entendu qu'il n'y a rien là de révolutionnaire, mais simplement l'évocation de toute une série de banalités telles qu'elles régulent nos rapports sociaux et telles que d'une manière non abordée, c'est-à-dire mise sur la touche, contribue pour beaucoup aussi bien à ce qu'a pu évoquer Einstein que d'une certaine manière le fera sûrement Srégosi sur le versant de pourquoi on ne fait pas carrière quelque part. Mais parce qu'il y a là quand même, je crois, la seule issue qui nous reste peut-être pour nous sortir de la situation dans laquelle on est, c'est celle d'aller aborder cet essentiel de la revalorisation du travail dans la cité.